les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Puisse l'année qui commence être une année paisible. Tournons-nous vers l'avenir. Je vous dis, aujourd'hui, nous approchons du but. Avons-nous, en tant que Français, des raisons d'espérer ? Je vous souhaite le bonheur et la santé. Faut-il craindre le pire ? Non, nous avons la chance d'être un pays écouté parmi les nations. Tout cela, ce sont des vœux. Des vœux, oui, des vœux de fin d'année ou de début d'année. Et une interrogation. C'était le 31 décembre 1967. Que sera l'année 1968 ? Le général de Gaulle répondait. Concordance des temps, les vœux présidentiels, première diffusion sur France Culture le 30 décembre 2000. L'État adressera à destination des citoyens les vœux de la France à elle-même. Ce sera la 41e fois depuis les débuts de la Ve République que ce rituel interviendra. Et bien plus si on remonte jusqu'à la 3e. Le genre est figé, sans aucun doute. Assurément, il comporte bien des répétitions et la formule paraît souvent usée tant les propos y sont convenus. Mais avec tout cela, on s'aperçoit que sur le long terme, l'évolution des formes et des contenus de ces vœux peut nous apprendre bien des choses sur les mutations des sensibilités collectives, sur l'image du pouvoir suprême, sur les changements à la société et sur l'idée que s'en font les dirigeants. Rien de plus stimulant, et c'est l'exercice auquel je vais me livrer avec Serge Bernstein, professeur à l'Institut d'études politiques, que de déceler à l'intérieur d'un cadre apparemment figé, d'un genre imposé, tout ce qui peut bouger d'un homme à l'autre, d'une conjoncture à l'autre, d'une génération à l'autre. Le vocabulaire évolue, comme la manière d'interpeller les Français ou celle de replacer l'instant fugitif dans la continuité d'une histoire nationale. Il y a le grain de la vie, il y a la rhétorique, il y a les images, il y a les références littéraires ou anecdotiques, et tout cela prend par différence, avec le recul, et à l'intérieur même d'une apparente continuité, un relief singulier. Nous allons commencer cette émission avec un extrait du discours de Léon Blum le 31 décembre 1936, qui est resté notoire sous le nom de discours de la Saint-Sylvestre. J'adresse à toutes les Françaises, à tous les Français qui m'entendent, les vœux du gouvernement de la République. Ce que nous leur souhaitons avant tout, ce que nous souhaitons à l'Europe et au monde, c'est la paix. Puisse l'année qui commence rester une année paisible. Puisse-t-elle préparer de longues années paisibles après elle. Auprès de l'alternative de la guerre et de la paix, aucun autre intérêt humain ne compte. Mais ce vœu suprême des hommes, il appartient aux hommes d'en faire une réalité. Voilà notre premier vœu. Le second ne sera guère plus original. Nous souhaitons que durant l'année qui s'ouvre, la France retrouve, dans des conditions de plus en plus justes, une vie de plus en plus active et de plus en plus prospère. Je ne crois pas non plus qu'à cet égard, le travail que nous avons accompli depuis 6 mois ait été vain. Dans un discours tout récent, mon ami Vincent Auriol indiquait et rapprochait tous les indices de la reprise. Ces chiffres ont été discutés, c'est entendu. Je ne rivaliserai pas d'ingéniosité avec les commentateurs de statistiques. Nous ne nous flattons pas d'avoir résorbé en 6 mois tous les effets d'une crise qui dure depuis plus de 6 ans. Cependant, la reprise est certaine. Tout le monde répétait il y a 6 mois qu'il faut que ça change. Et on s'aperçoit que déjà quelque chose est changé. C'était Léon Blum,
le 31 décembre 1936. Naturellement, il échappe un peu à notre liste de présidents de la République, Serge Bernstein, parce que il est président du Conseil, mais à l'époque, les chefs de l'État n'avaient pas accoutumé de parler au pays le 31 décembre. Oui, je crois d'ailleurs qu'il est caractéristique des institutions de la Troisième République que ce soit le chef du gouvernement, c'est-à-dire le véritable dirigeant politique de la France, qui adresse ses vœux aux Français, et pas le chef de l'État, personnage représentatif, mais un peu figé, empaillé pratiquement dans le palais de l'Élysée, et on voit bien où est la réalité du pouvoir. Alors que vous inspire ce document? D'abord, sur la forme, le vocabulaire. On est très loin du parler énarchique. On est absolument. On est en face d'abord du style particulier de Blum, c'est-à-dire que c'est un discours très bien écrit, très bien exprimé, mais en même temps pas du tout un discours de tribun. Il ne s'agit pas de soulever les foules. Il s'agit au fond par un verbe quelque peu intimiste de convaincre les Français que le gouvernement fait tout ce qu'il peut face aux deux problèmes, au fond, cruciaux qui sont ceux de la France à l'époque, c'est-à-dire le risque de guerre, attesté par la guerre civile d'Espagne et par la menace que font peser les États fascistes sur la paix du monde, et puis d'autre part cette crise que Blum se félicite un peu rapidement, je crois, d'avoir au fond jugulé, même si incontestablement des efforts ont été faits et de nouvelles pratiques mises en œuvre. Donc nous allons nous apercevoir au long de cette émission que l'idée que la crise, on est sur le point d'en sortir, c'est une sorte une idée commun qu'on va retrouver. Mais pour ce qui est de la forme, effectivement, il est frappant de voir que la qualité de l'expression de Blum peut apparaître comme une sorte d'hommage respectueux à l'égard de son auditoire. Tout à fait. Il ne sait pas de viser bas, il vise toujours un peu plus haut qu'on ne s'y attendrait, et ça je crois que ça mérite d'être souligné. Alors avançons et arrivons-en au maréchal Pétain, chef de l'État français. L'année 1940 a pris fin. Tournons-nous maintenant vers l'avenir. L'année 1941 sera difficile. Elle doit être celle du relèvement de la France. Elle le sera si vous vous serrez tous autour de moi, ayant la même foi dans la patrie, la même volonté de servir. L'année 1941 doit être une année de travail acharné. Je m'adresse d'abord aux paysans de France. Il faut qu'ils tirent de la terre tout ce qu'elle peut donner. Toutes les friches doivent être mises en culture, même si le sol est ingrat. Les rendements doivent être augmentés en dépit de toutes les difficultés. Nous y aiderons du mieux que nous pourrons, mais que chacun compte d'abord sur soi-même, qu'il comprenne la détresse profonde d'un pays dépouillé de tant de moyens que la guerre et le blocus ont détruits ou paralysés. Je fais appel à l'ingéniosité des Français pour qu'ils improvisent eux-mêmes les moyens de compléter leur alimentation. Je m'adresse maintenant aux ouvriers. Qu'ils ne se découragent pas. Leur sort sera dur. Nos stocks de matières premières s'épuisent. Je ne puis pas savoir quelle quantité nous pourrons importer en 1941. Certaines industries risquent d'être totalement arrêtées. Nous avons fait de notre mieux et nous continuerons pour parer à cette situation. Nous devons exploiter au maximum les ressources que nous pouvons tirer de nous-mêmes. Que nos mineurs, nos bûcherons, nos carriers redoublent d'efforts et que tous les ouvriers, chômeurs ou non, sachant que le gouvernement de la Révolution nationale travaille à affranchir leur avenir de l'intervention du capitalisme étranger. Au pays tout entier, je demande qu'il se pénètre de l'esprit nouveau qui doit refaire la grandeur de la patrie. Je me suis promis à moi-même de ne connaître en France ni parti ni classe. Je vous appelle tous à sortir de vos cadres, de vos routines, de vos préjugés, de vos égoïsmes, de vos rancœurs, de vos défiances, et je vous exhorte à vous grouper en Français solides qui veulent défendre leur terre et leur race. J'adresse mes vœux fervents par-delà les mers aux populations de l'Empire et par-delà les frontières à nos chers prisonniers. La France continue. Bonne année, mes chers amis. Il s'agissait là des premiers vœux adressés par le maréchal Pétain aux Français après le début de la Révolution nationale. Nous sommes le 31 décembre 1940. On sait que Pétain attachait une grande importance à ces messages, qu'il les travaillait
avec beaucoup de précautions et d'attention. Il s'était fait faire d'ailleurs un studio de radio. C'est la première fois que c'est le cas à l'hôtel du Parc. Alors Serge Bierstein, que vous inspire ce document, ce message de Pétain? Eh bien, d'abord l'identité, au fond, de celui qui parle. Hein. Là, on est bien en face de quelqu'un qui est le chef réel du gouvernement, qui remplace aussi le président de la République, qu'il a invité à s'éclipser après le vote de l'Assemblée du 10 juillet 1940, Lebrun, et qui est à la fois, donc, le maréchal Pétain, chef de l'État. C'est le titre qu'il se donne, mais en même temps, il dirige le gouvernement, il n'a pas de chef du gouvernement, et donc il a au fond tous les pouvoirs. Et il est caractéristique d'ailleurs que le vocabulaire qu'il emploie, c'est celui au fond que n'emploieront jamais aucun autre chef d'État en dehors de lui, qui est au fond celui de la reconnaissance de la dictature, puisqu'il invite les Français à se grouper autour de lui, et qu'il est par conséquent le guide, et que son discours est rempli d'allusions à l'esprit nouveau, à l'Europe nouvelle, qu'il s'agit d'imiter, à la révolution nationale, c'est-à-dire à cette entreprise de dictature, de contre-révolution qui se développe depuis 1940. Mais en même temps, ce gouvernement qui se veut nouveau, qui se veut énergique, eh bien, on le voit très bien, a affaire à de graves difficultés. Et de graves difficultés qui sont en particulier des difficultés de vie quotidienne, des difficultés d'alimentation. Et la cause de ces difficultés, elle est multiple à travers ce discours. C'est à la fois la guerre, certes, mais c'est aussi le blocus que l'Angleterre, rappelons-le, impose à l'Europe occupée par les Allemands et par conséquent à la France et même aux relations entre la France et l'Afrique du Nord. Et en même temps, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a aucune allusion à l'occupant. Absolument. Pas une seule allusion. Il est absent. On se demande pourquoi ces difficultés surviennent. Voilà. Lui n'est pas responsable, mais il annonce tout de même que les temps vont être durs, qu'on va manquer de nourriture, que les usines vont s'arrêter parce qu'on ne sait pas ce qu'on pourra véritablement importer. Et par conséquent, c'est un discours au fond très caractéristique, où on retrouve l'idée de la grande pénitence, où on retrouve l'idée que l'on n'a pas assez travaillé, donc il faut travailler avec acharnement, ce qui rappelle les premiers discours renvoyant la responsabilité de la défaite à l'esprit de jouissance, qui l'aurait emporté, en particulier à l'époque du Front populaire, sur l'esprit de sacrifice. L'esprit nouveau est autre. Voilà, l'esprit nouveau est autre. Et il s'agit cette fois de travailler avec acharnement pour assurer l'essentiel. Et en même temps, ce discours qui déclare qu'il ne veut connaître ni parti ni classe, il faut rappeler qu'il y a un non-dit intéressant. C'est que, en revanche, on connaît des catégories différentes de Français et qu'un certain nombre de ces Français, à cette époque-là, sont exclus. Ce n'est pas à eux que s'adressent les vœux, ni aux dirigeants de la Troisième République qui sont enfermés, ni aux Juifs pour lesquels on a prévu un statut spécial. Dès octobre 1940, deux mois avant ce propos. Absolument, 2 mois. Absolument. C'est les grands absents. Qui, par conséquent, les excluent en quelque sorte du statut de citoyen, ni tous ceux qui, parce qu'ils sont démocrates, parce qu'ils adhèrent à la franc-maçonnerie, ne sont pas de vrais Français. Et donc il y a, à travers les lignes, tout un non-dit du discours, mais qui est très clair pour ceux qui l'écoutent, et qui atteste bien qu'on est en présence tout de même de vœux très particuliers, d'un régime très particulier. Et d'ailleurs un vocabulaire d'époque. Tout à fait. Race, tout à fait. Et un ton d'une rare énergie de la part d'un vieillard qui retrouve apparemment des forces pour morigéner ses concitoyens à l'occasion des vœux du Nouvel An. Alors passons 8 ans, la République est revenue. Après la Libération, c'est Vincent Auriol, militant, ministre socialiste du Front populaire. Léon Blum y faisait allusion tout à l'heure. Vincent Auriol, qui est président de la République. Nous allons l'entendre présenter ses vœux à la France le 31 décembre 1948. Nous tous, en ce 5e an nouveau qui se lève depuis que nous avons retrouvé indépendance et liberté, sommes impatients de stabilité, de sécurité, de paix. Je vous dis aujourd'hui, avec la sincérité d'un homme que ses fonctions ont placé au-dessus de nos divisions et qui peut mesurer impartialement ce qui a été accompli et qui est important, ce qui reste encore à faire, nos succès comme nos échecs ou nos erreurs. Je vous dis aujourd'hui, nous approchons du but. Il dépend encore de nous de tout compromettre ou de tout sauver. Je souhaite donc que le souvenir de nos malheurs passés,
et l'exemple de nos morts nous inspirent l'union et la discipline nationale indispensables à notre relèvement. Je souhaite que le spectacle des ruines toujours présentes et de tant de foyers encore sans abri écarte les égoïsmes aveugles trop nombreux, exalte le travail dans un fraternel esprit de justice sociale et la solidarité de tous les Français, vertu nécessaire à la reconstruction de notre pays pendant 4 ans occupé et dévasté et aujourd'hui en voie de renaissance. Je souhaite que chaque catégorie sociale et surtout chaque catégorie sociale privilégiée, en apportant sa juste contribution à l'effort entrepris, assure enfin cet équilibre de nos finances et de notre économie qui seul permettra à chaque famille d'organiser sa vie dignement et de penser sans angoisse au lendemain. Je souhaite que dans la métropole comme dans la France d'outre-mer, rivalisant de travail et d'initiative, nous saisissions la chance magnifique qui nous est offerte par l'aide généreuse des États-Unis pour nous transformer, moderniser notre équipement, produire chaque jour davantage et créer cette communauté prospère qui doit être capable, dans 2 ans, de se suffire à elle-même et de retrouver bien-être et joie. Vincent Auriol, le 31 décembre 1948, Serge Bierstein, on est frappé par le ton d'époque, là encore, mais en même temps, pas par des permanences, sur cette idée qu'on est à la croisée des chemins, qu'on peut descendre vers la décadence ou au contraire la renaissance, l'idée aussi qu'il faut s'adresser à toutes les catégories sociales, l'appel à la modernité. Tout à fait. Alors, je crois d'abord qu'on est en face d'un vrai discours le premier, probablement de tous ceux qu'on a entendus, de président de la République, qui, il rappelle, est au-dessus des partis. Il faut rappeler qu'à l'époque, le président de la République est élu par les 2 chambres, et pas du tout par le peuple comme aujourd'hui, et qu'il est entendu qu'il est un arbitre national, que du jour où il est élu, il cesse d'être l'homme d'un parti, et d'autre part, il y a un président du Conseil qui reste le chef du gouvernement, et donc on n'a pas là un discours véritablement engagé. Mais on a tout de même un discours où transparaissent un certain nombre de thèmes qui rappellent la République, qui rappellent le modèle républicain. Et même le socialisme, pardon. Et même le socialisme, mais un socialisme très modéré tout de même, hein, avec l'accent qui est délicieux, qui est celui de Vincent Auriol. Là aussi, on a un appel au travail comme chez Pétain, mais c'est un appel au travail dans un esprit de fraternité, dans un fraternel esprit de justice sociale, dit le texte, c'est-à-dire dans un contexte tout différent de celui que nous avons entendu à l'époque du maréchal Pétain. Et donc, c'est un discours où on commence à trouver un certain nombre de figures imposées comme qu'on retrouve jusqu'à nos jours dans les discours présidentiels, c'est-à-dire l'appel à la solidarité. Contre les égoïsmes. Contre les égoïsmes. Aveugles. Aveugles, tout à fait. L'appel à l'unité nationale, qui là aussi est une figure imposée de tous les discours présidentiels jusqu'à aujourd'hui. Et par conséquent, au fond, aurais-je tendance à dire, la République retrouvée est retrouvée dans des formes qui vont apparaître au fond comme rituels à travers les décennies dans ces discours présidentiels. Ce rituel n'est pas encore télévisuel, cela dit. Il est intéressant de le noter. Et pour l'instant, c'est encore à la radio. Et c'est devant le micro de la TSF que s'exprime encore Vincent Auriol. Ça reste, d'ailleurs le grand moyen de communication. La télévision, en 1948, en est encore au stade quasi expérimental. Hein. Il y a très peu de postes qui... Oui, le premier journal télévisé de 49, effectivement. Ça, oui. Alors, dès lors que la Ve République sera installée, je vais vous faire un saut de 2 décennies. Tout va changer à cet égard, puisque c'est désormais le petit écran qui va être le décor naturel des vœux du président de la République de la 5e. Et nous allons entendre le général de Gaulle, à la veille de 1968, le 31 décembre 1967. Voyez comme il s'adresse aux Français pour leur apporter ses vœux. Françaises, Français, de tout mon cœur, je souhaite une bonne année à la France. Par là même, mes vœux vont à chacune et à chacun de vous. Car quand la France est malheureuse, il n'y a pas de bonheur pour des Français dignes de ce nom. Mais quand la France réussit, tous ses enfants
voient grandir leurs chances. Oui, tous, c'est-à-dire ceux de notre métropole, ceux de nos départements et territoires d'outre-mer, ceux qui vivent à l'étranger, et enfin, cas très émouvant et qui nous est d'autant plus cher, ceux de la nation française au Canada. Nos meilleurs souhaits, d'autre part, à tous les peuples de la terre, où la France d'à présent ne se connaît pas d'ennemis. Que sera 1968 ? L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas. Pourtant, en considérant la façon dont les choses se présentent, c'est vraiment avec confiance que j'envisage pour les 12 prochains mois l'existence de notre pays. Bien entendu, tous les intérêts, toutes les tendances, tous les désirs ne seront pas comblés l'année prochaine. Il est sûr que nous subirons diverses épreuves, déceptions et lacunes. Je ne doute pas que de multiples griefs, regrets et critiques auront de quoi s'alimenter. Les vers de Verlaine, mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille, peuvent évoquer une paisible demeure, non pas un grand peuple en marche. Je crois cependant qu'au total, à moins de graves secousses qui bouleverseraient l'univers, notre situation continuera de progresser et que tout le monde y trouvera son compte. Dans l'ordre politique, nos institutions seront appliquées. On ne voit donc pas comment nous pourrions être paralysés par des crises telles que celles qui nous ont jadis fait tant souffrir. Au contraire, on peut espérer que l'ardeur du renouveau faisant son chemin et ses promoteurs, surtout les jeunes, faisant leur œuvre, notre République trouvera des concours de plus en plus actifs et étendus. De toute façon, au milieu de tant de peuples, secoués par tant de saccades, le nôtre continuera de donner l'exemple de l'efficacité dans la conduite de ses affaires. Dans le domaine économique et social, si l'immense transformation qu'accomplit la nation française doit comporter forcément pour elle, de janvier jusqu'à décembre, des efforts et des difficultés, c'est tout de même avec espoir qu'en son nom, je salue l'année 1968. Nous étions donc le 31 décembre 1967. Il y a d'abord, Serge Bernstein, la maîtrise de la forme qui frappe, le rythme, la rhétorique, le rythme ternaire, grief, regret, critique, l'allusion à Verlaine, la citation. Là aussi comme pour Bloom, c'est une sorte d'hommage à son public. Voilà. Il y a le style classique et puis il y a ce style particulier du général de Gaulle qui fait que, au fond, le moindre événement prend dans sa bouche des allures d'épopée et que rien au fond n'est prosaïque. Immédiatement, on s'élève à des problèmes qui dépassent la médiocrité des éléments quotidiens, et c'est une des caractéristiques du style du général de Gaulle qui surprend parfois, parce que quand on compare la réalité historique à la manière dont la lit le général de Gaulle, on a l'impression de changer d'échelle de manière tout à fait évidente. Avec toujours
ce regard de la longue durée. Avec ce regard de la longue durée. Chaque fois qu'un événement arrive, même inattendu, cet art, cette volonté, ce désir de le replacer dans la longue durée de l'histoire, en gros depuis le 18 juin 40 au plus court et généralement beaucoup plus loin. Et également, au niveau de l'espace, dans un cadre planétaire. On n'est jamais ici dans le petit bout de la lorgnette. Et donc il y a en même temps donc un style très classique et un style qui, à beaucoup d'égards, contraste avec la société qui est en train de s'installer en France du fait d'une croissance qui, maintenant, a pratiquement 10 ans. Et de ce point de vue, il y a une discordance qu'on aperçoit qu'a posteriori. Sur le moment, je pense que ça n'a frappé personne, entre le style oratoire du général de Gaulle et puis ce que sont les Français de l'époque de la croissance. On pense à la chanson de Michel Delpech, qui est aussi de 67, Inventaire, et qui s'achève par, après avoir décrit tous les événements qui se sont produits récemment, et qui s'achève par le refrain « Et toujours le même président ». Hein, c'est Michel Delpech contre Paul Verlaine. En fait. Absolument. C'est un choc de culture. Un choc de culture. Alors évidemment, j'ai mis un peu de malice dans le choix de cette année-là. J'aurais pu en choisir une autre. Parce que il parle de l'année qui vient. Il parle de 68. Il dit, on n'imagine pas qu'il puisse y avoir une paralysie par des crises, et les jeunes vont faire leur devoir au service de la prospérité. Il y a eu paralysie par des crises, et en même temps, il y a une certaine prescience, au fond, dans ce rôle de la jeunesse, dont il ne pense pas du tout, effectivement, qu'il va être paralysé des institutions, dans lequel il voit un levain dans la pâte, et dont il n'a pas pensé qu'elle pourrait s'exercer contre, précisément, le pouvoir. D'ailleurs, au fond, il ne l'a fait que de manière incidente. Hein. C'est parce que le pouvoir était celui-là que, à une époque de contestation violente, il y a eu aussi une contestation contre le pouvoir. Probablement ne faut-il pas pousser trop loin l'ironie dans ce domaine. Et d'ailleurs, il déclare qu'il ne prédit pas l'avenir, et il déclare qu'il y aura des griefs, des regrets, des critiques, et c'est effectivement ce qui s'est produit. On pourrait presque l'entendre comme conjuratoire. Absolument, il a été bon juge. Et s'il pense que la paralysie des institutions ne pourrait provenir, toujours dans sa vision planétaire, que de graves secousses qui bouleversent l'univers, il s'est avéré que des secousses qui bouleversaient la France seule, ce qui certes à l'échelle planétaire n'est pas grand-chose, étaient tout de même en mesure de paralyser les institutions. Bon, il n'en reste pas moins que ce discours en même temps est un discours en forme de clin d'œil. Il faut par exemple Auguste clin d'œil. Noter tout à fait Auguste clin d'œil qu'il salue la nation française au Canada, quelques mois, faut-il le rappeler, après avoir fait scandale, en lançant du haut de l'hôtel de ville de Montréal la fameuse phrase « Vive le Québec libre », qui lui a été vivement reprochée en France y compris, et on peut dire que dans ce discours, il persiste et signe, puisqu'il salue cette nation française du Canada, ce qui est une formule assez osée, si on y réfléchit. Oui, on se demande en l'écoutant à quoi il va en venir quand il dit voilà. Et surtout avant Voilà. La nation française au Canada. Du Canada, ce qui est une manière, au fond, de défier une opposition qui lui a vivement reproché quelques mois plus tôt cette prise de position. C'est intéressant aussi de voir la dialectique dans son esprit entre la France d'un côté et les Français. On ne la trouverait probablement pas chez d'autres d'une façon aussi. Enfin, la France, c'est la Madone, c'est la princesse, c'est l'abstraction, c'est la personne au sens de Michelet. Et les Français ne peuvent être heureux que par la France. Oui, il va d'ailleurs plus loin en indiquant qu'au fond, il y a à ses yeux une priorité. Il y a la France qui doit être grande, qui doit être prospère, et par ricochet, en quelque sorte, par conséquence, les Français seront aussi heureux. Et on voit bien là la rhétorique gaulienne classique qui fait de la nation France un absolu et du sort des Français quelque chose de plus relatif et dépendant complètement de l'essentiel, c'est-à-dire de la France elle-même. Et puis en même temps, on voit là, il est très différent de ses successeurs qui ont la rupture est totale. Qui ont tendance à parler, comme d'ailleurs ses prédécesseurs, à parler aux différentes catégories de citoyens et de citoyens. Lui ne se livre pas, au moins dans cet exercice de 67, à cette sorte d'énumération catégorielle. La France, c'est d'abord un tout. Absolument. Néanmoins, ce qu'on retrouve, ce sont des thèmes récurrents que nous allons pouvoir suivre à la trace dans les allocutions suivantes. La stabilité politique, la prospérité économique, les avancées sociales et la grandeur de la France, exemplaire dans le monde.
Ça, c'est une continuité, c'est une constante. Je crois que c'est le cœur même de toute la pensée gaullienne, de toute la rhétorique gaullienne. Et de l'héritage, parce que les successeurs, naturellement, se placeront dans cette ligne. Nous passons maintenant à Georges Pompidou, le 31 décembre 1971. Françaises, Français, voici le nouvel an. L'hiver est là, et il fait froid. Le calendrier rappelle à chacun de nous le temps qui passe. Et pourtant, les hommes, depuis toujours, ont voulu faire de ce moment une fête. Ils oublient la présence de l'hiver pour ne pressentir que le prochain printemps. Ils veulent croire que vieillir est un moyen de marcher vers le meilleur. Cela s'appelle l'espérance. Avons-nous, en tant que Français, des raisons d'espérer? Eh bien oui, n'en déplaise à tous les spécialistes de la triste figure. Il y a un an, jour pour jour, je vous disais, nous ne sommes pas les plus forts, mais nous comptons et nous sommes respectés. L'année 1971 n'en a-t-elle pas apporté quelques preuves? Les visites amicales que nous ont faites tant de chefs d'État et de gouvernements étrangers, une délégation chinoise, le premier responsable soviétique, l'entrevue que j'ai eue en terre européenne avec le président des États-Unis témoigne de l'intérêt que suscite la coopération avec la France. Les États africains et malgaches, que rapprochent tant de nous et l'histoire et la culture, n'ont cessé de nous marquer confiance et solidarité. Georges Pompidou, le 31 décembre 71, il est donc président de la République depuis 1969, il a succédé au général de Gaulle. L'effort de permanence, l'effort de fidélité et en même temps les signes de la différence sont frappants, Serge Berchem, ne trouvez pas? Oui, d'abord il y a le style lui-même qui est un style littéraire et d'ailleurs il y a toute cette réflexion philosophique sur le contraste entre l'hiver et la fête, sur le temps qui passe. Bucolique, un peu entre Joseph Prudhomme et Paul Verlaine. Voilà. Et avec un peu de Don Quichotte qui passe Cervantes, le chevalier à la triste figure qui passe en arrière-plan. Absolument. On n'est pas dans le style épique du général de Gaulle. On a changé de registre. On est néanmoins dans un style littéraire, dans cette volonté de prouver que le président de la République ne se contente pas de dire aux Français bonne année, mais enrobe en quelque sorte ses vœux de toute une réflexion qui montre sa culture. Georges Pompidou a la réputation et est effectivement un homme cultivé, il le fait sentir. Agrégé de lettres. Agrégé de lettres, tout à fait. Et puis, en même temps, il y a cette idée, et là on est dans la continuité complète par rapport au général de Gaulle, que sur le plan planétaire, la France est un État respecté. Mais les preuves qu'il en donne peuvent apparaître comme quelque peu formelles. Après tout, que des chefs d'État se visitent les uns les autres n'est pas quelque chose de tout à fait extraordinaire et que le Premier ministre chinois, que le principal dirigeant soviétique, que le président des États-Unis rencontre le président de la République française ne constitue pas en soi un élément extraordinaire, sauf si de ces rencontres sortait effectivement quelque chose qui affirmait la grandeur de la France. Or, précisément, quand on réfléchit à ces visites de 1971, ça n'est pas vraiment le cas. Ce sont des visites protocolaires, des visites qui ne conduisent à aucun résultat. Georges Pompidou, par exemple, s'est entretenu avec le président des États-Unis, mais essentiellement pour constater qu'il y avait entre eux de sérieuses divergences sur beaucoup de points. Les relations avec la Chine sont d'autant plus cordiales qu'elles sont extraordinairement lointaines et qu'au fond, il n'y a pas de véritable débat. Quant aux relations avec l'Union soviétique, qui se dérouleront pendant la plus grande partie du quinquennat de Georges Pompidou, eh bien, elles sont
tout à fait limitée par le fait que pas plus que le général de Gaulle, Georges Pompidou ne songe à un renversement des alliances et que par conséquent il s'agit plus de visites protocolaires que d'événements de fond. Alors, le grand chantier, c'est l'Europe en réalité, qui n'est pas cité dans cet extrait, puisque l'année suivante, il va y avoir le référendum qui va autoriser l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Et à ce moment-là, les négociations sont déjà fortement engagées et pratiquement, on sait que Georges Pompidou veut, sur ce point, se distinguer du général de Gaulle en faisant entrer dans le marché commun le Royaume-Uni, l'Irlande, bref, les pays que le général de Gaulle avait soigneusement maintenu à l'écart, et c'est un problème qu'il n'a guère de raison d'évoquer, au fond, dans son discours, puisqu'il fait problème au sein même des gaullistes. Après tout, on rompt avec ce qui a été la pratique du général de Gaulle. Et puis il y a cette idée qui là aussi apparaît comme un peu forcée pour attester de la grandeur de la France, que la France, après tout, a des relations tout à fait privilégiées, ce qui est exact, avec le monde africain et malgache, et c'est la vieille idée selon laquelle l'octroi des indépendances par le général de Gaulle en 1960 n'a pas rompu les liens, puisque la coopération continue à installer l'influence française. Et par conséquent, sur ce plan, en particulier sur ces allusions sur le rôle planétaire de la France, il y a ce qui est assez différent de ce que faisait de l'attitude du général de Gaulle, eh bien, je crois, une sorte de surestimation dans le discours présidentiel, prenant les Français à témoin. Vous voyez, la France reste un très grand pays, tout le monde parle avec elle, tout le monde a les yeux tournés vers elle. C'est un peu, je crois, solliciter la réalité de ces années-là. Oui, en même temps, il a cette formule frappante, nous ne sommes pas les plus forts, mais nous comptons. On imagine mal cette formule dans la bouche du général de Gaulle. Absolument, qui n'aurait pas reconnu que les grands puissent dépasser en quelque sorte le statut de la France elle-même. On peut lire là vraiment une volonté de continuité, mais dans un genre plus prosaïque. Oui, plus rhétorique aussi. Moins épique, plus rhétorique et, comment dirais-je, qui a moins de raison, puisque Georges Pompidou a renoncé aux grandes dramatisations, aux coups de théâtre qui étaient le mode d'action du général de Gaulle en politique étrangère, le fait qu'il y a une attitude de la France qui est plus proportionnée à ses moyens réels. Mais c'est difficile à reconnaître. Le septennat de Georges Pompidou s'interrompt avec sa mort le 2 avril 1974 et son successeur, c'est Valéry Giscard d'Estaing, que nous allons entendre aux côtés de sa femme, vous allez voir, le 31 décembre 1975. Et je crois qu'Anémone veut aussi vous exprimer ses vœux. À tous et à toutes, j'exprime mes vœux très chaleureux. Que cette année nouvelle vous apporte le bonheur, la santé et le succès pour vous et pour ceux que vous aimez. Et j'ajouterai un souhait, que ceux d'entre nous qui avons la chance d'avoir le bonheur et la santé n'oublient pas ceux qui sont moins favorisés, que pour eux aussi 1976 soit une année meilleure. Bonne année à vous tous. Bonne année à vous tous. Alors c'est la seule fois à ma connaissance où le président de la République vient présenter ses vœux avec sa femme. C'est vrai que les propos que tient Madame Giscard d'Estaing sont, il faut le dire, d'une très grande banalité, bien entendu, et que l'abandon de la solennité conduit vers une fausse familiarité dont je ne suis pas certain que les Français l'aient ressenti comme telle. Oui, il y a cette volonté de coin du feu, devant la cheminée, voilà, avec la pendulette de son grand-père, ministre de la Troisième République, Agénor Bardou, sur cette cheminée, avec cette tonalité qui se veut intimiste. Quel est le statut exactement de ce type de conversation que tient au coin du feu un monsieur qui ne veut pas apparaître comme président à l'ensemble de ses concitoyens? Eh bien, nous allons voir que la même ambiguïté marque l'allocution que le même Valéry Giscard d'Estaing tient devant les Français 2 ans plus tard, le 31 décembre 1977. Bonsoir. Ce soir, ce n'est pas le chef de l'État qui vient vous parler de politique. C'est l'un d'entre vous auquel vous avez confié démocratiquement, il y a 3 ans et demi, la première responsabilité dans la République, qui vient vous exprimer ses vœux.
et pour qu'ils gardent ce caractère, ils seront improvisés. Il est naturel que je vous adresse mes vœux, parce que pendant l'année, dans l'exercice de mes fonctions, je pense à vous, à vos bonheurs et à vos malheurs, à vos activités et à vos difficultés, parfois à votre mécontentement, et aussi à votre attachement pour notre cher et glorieux pays. Les vœux que je veux vous dire sont les mêmes que ceux que vous échangerez tout à l'heure entre vous. Je vous souhaite le bonheur et la santé. Le bonheur dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle, le bonheur pour votre famille qui est, je pense, la cellule privilégiée de votre bonheur, le bonheur dans vos relations avec vos amis et vos camarades, proches ou lointains, et aussi la santé, pour que la souffrance vous épargne en 1978, pour que vous gardiez toutes vos forces et que vous puissiez ainsi exprimer votre dynamisme et votre gaieté. Les vœux que nous adressons ensemble à la France sont les mêmes, le bonheur et la santé. Le bonheur pour la France, c'est la confiance en elle-même et c'est l'unité. Quand nous pensons à la guerre mondiale qui a décimé la plupart des familles françaises, quand nous pensons au deuxième conflit pendant lequel notre pays a été totalement occupé et son économie désorganisée, et lorsque nous constatons que nous avons été capables de surmonter ces difficultés, je vous dis que la France peut avoir confiance en elle-même pour surmonter les difficultés du temps présent. Et aussi l'unité, c'est votre expérience. Lorsqu'une famille est divisée, lorsqu'elle se déchire, lorsqu'elle se dispute, il n'y a pas de bonheur possible. Et ceci est également vrai pour la France. C'est pourquoi nous lui souhaitons davantage d'unité. Et c'est en pensant à cette grande fête des Français de ce soir que je me rappelle un poème du poète Paul Fort, dont on a fait une chanson. Si tous les gars du monde voulaient se donner la main. Ceux d'entre vous qui ont entendu cette chanson ont certainement pressenti qu'il y avait là la recette du bonheur et de la paix dans le monde. Ce qui est vrai du monde est vrai de la France. Si tous les gars de France voulaient se donner la main. Nous avons eu Serge Bernstein, Verlaine, nous avons eu Cervantes, voici Paul Fort qui fait irruption dans les vœux du président Giscard d'Estaing. Oui, ça traduit d'ailleurs une certaine différence dans l'appréciation des poètes français. Ou de l'idée que le président se fait de ce qu'attendent ses auditeurs. Tout à fait. Alors, cette forme. Alors, d'abord, il déclare que c'est improvisé, et quand on l'écoute, on a tendance à penser que c'est vrai. En particulier, dans la première partie de son discours, au fond, il présente des vœux que n'importe qui pourrait présenter. Vous croyez que c'est organisé de façon binaire avec... Non, mais il a réfléchi à ce qu'il voulait dire, mais il n'est pas appris par cœur. On voit bien qu'il n'y a pas là un texte véritablement composé. Alors, ce qui est quand même... Il n'y a pas de prompteur, il n'y a pas de téléprompteur qu'il y aura plus tard pour ses successeurs. Voilà. Et donc, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce que nous avons entendu tout à l'heure du général de Gaulle, l'ordre des priorités est inversé. C'est-à-dire que c'est d'abord à chacun et à chacune des Français, à chacun des Français, à chacune des Françaises, qu'il adresse ses vœux, et ce n'est que dans un second temps que viennent les vœux pour la France. C'est très exactement
l'inverse des priorités du général de Gaulle. Alors, c'est vrai que la forme, elle est assez largement familière, qu'il n'y a pas là d'effet de rhétorique, sauf peut-être l'allusion à Paul Faure, mais c'est vraiment une rhétorique que tout le monde peut comprendre. Pourtant, on a le sentiment qu'elle a vieilli, alors que de Gaulle est intemporel. On a le sentiment que cette forme a vieilli. Voilà, tout à fait. Et il y a là une forme de familiarité, je crois, qui manque son but, peut-être parce que ça n'est pas ce que l'on attend d'un président de la République. On attend d'un chef d'État qu'il soit capable de parler, non pas dans le style, mais dans le fond, autrement qu'un Français comme les autres. On attend de lui qu'il ait une vue planétaire, on attend de lui qu'il fixe, après tout c'est ce que dit la Constitution, les grandes orientations, qu'il indique aux Français quelle est la voie. Or, on a ici... alors je ne dirais pas un discours de café du commerce, ce serait assez méchant, mais enfin tout de même un discours d'une très grande banalité à tous égards. Pas de café du commerce, il se veut familial, comme on parle à ses amis et à ses camarades. Voilà. Alors c'est vrai que sur ce plan, on peut considérer que le style est bien celui-là. Je ne suis pas sûr que l'effet soit celui-là. Je ne suis pas sûr que l'effet soit celui-là. Et d'autre part, je suis quand même très frappé par le fait que ce discours, qui pourrait être un discours de sortie relative de crise. Après tout, nous sommes dans l'entre-deux, entre la première grande crise le premier choc pétrolier, celle des années 73-75, et puis celle qui va surgir un peu plus tard, en 79-80. Nous sommes dans l'entre-deux et dans le moment où on peut penser que les mesures qui ont été prises pour juguler la première ne sont pas tout à fait dépourvues d'effet, même si le chômage continue relativement à monter. Et donc, on a un discours qui se veut familier, qui l'est dans la première partie, qui est banal à mon sens, qui manque un peu de souffle, qui manque un peu d'envol. À dessein, probablement. Voilà, probablement à dessein. En même temps, bon, il me semble que s'il manque son bus, c'est parce que ce n'est pas ce que doit faire le chef de l'État. Il reste le chef de l'État, qu'il le veuille ou non, ou qu'il veuille se présenter autrement. Pour le reste, les vœux donnés à la France, c'est au fond quelque chose qui, là encore, est une série de figures imposées. Il évoque bien sûr la crise, sans noter d'ailleurs, comme le font assez volontiers les chefs d'État, qu'il y a à l'époque quelques améliorations, et le seul élément au fond qu'il donne aux Français à titre de lot de consolation, c'est de dire mais la France a connu bien pire. Qu'est-ce que c'est que la crise à côté de la Grande Guerre, à côté des tranchées, à côté des massacres? Qu'est-ce que c'est que la Grande Guerre à côté de l'occupation de la Seconde Guerre mondiale? Par conséquent, puisque la France a pu surmonter l'une et l'autre, pourquoi ne surmonterait-elle pas la crise? On admettra cependant que, comme viatique de solution, de la part d'un chef d'État, c'est relativement limité. Oui, c'est le bon sens, mais en même temps, ce n'est pas effectivement extraordinairement encourageant. Il s'attranche avec la formule habituelle, consiste à dire « ça a été difficile, ça va l'être encore, mais les choses vont s'améliorer ». C'est ça. Figure imposée, figure de rhétorique ordinaire. On est au bout du tunnel, Une chose qui me frappe, c'est la métaphore familiale aussi. La France est une grande famille. Voilà. La France est une grande famille et il faut savoir y être unis. Voilà. Alors l'appel à l'union, on le trouvera systématiquement dans tous les discours présidentiels jusqu'à aujourd'hui, puisqu'après tout, le rôle du chef de l'État, c'est d'être le chef d'État de tous les Français. En même temps, il faut bien dire que depuis l'élection du président de la République au suffrage universel, l'élection elle-même coupe la France en deux, et que cet appel à l'union, c'est un appel après la division et après le moment où l'élection s'est opérée par la victoire d'un camp sur un autre camp. Alors, finissons justement avec François Mitterrand, à une époque où la cohabitation, la seconde cohabitation est en route. Ce sont les avant-derniers vœux de François Mitterrand, le 31 décembre 1993. Mes chers compatriotes, au mois de mars dernier, vous avez élu à l'Assemblée nationale une nouvelle majorité politique. Après Pierre Bérégovoy, dont la mémoire nous est chère, le Premier ministre que j'ai choisi, M. Édouard Balladur, s'est aussitôt mis à la tâche. Cela a modifié bien des choses. Ma première mission reste, elle, de veiller à la sécurité extérieure du pays et à l'unité de la nation.
Et je suis là ce soir pour vous redire que je n'y manquerai pas. La France a derrière elle une longue et noble histoire. Depuis la Révolution de 89 et la Déclaration des droits de l'homme, c'est vers elle que se tourne l'espoir des peuples opprimés. Maintenons cette haute tradition. Parlons le langage du progrès et de la liberté. C'est ainsi qu'on nous aime et qu'on nous reconnaît. Chaque fois que je vois l'injustice et l'intolérance avancer, je pense que c'est la République qui recule. Notre Constitution le proclame dès ses premières lignes. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Respectons ces mots d'ordre qui nous ont fait ce que nous sommes. De tous côtés, les périls nous pressent. L'Algérie déchirée, la Russie incertaine, les Balkans en feu, et la liste n'est pas close. Faut-il craindre le pire? Non. Nous avons la chance d'être un pays écouté parmi les nations. Nous avons les moyens de notre sécurité. Et puis, il y a l'Europe des 12. C'est notre meilleur rempart. Mes chers compatriotes, je vous le demande. Soyez unis et solidaires. C'est la réponse à tout. Bonne et heureuse année 1994. Vive la République, vive la France. Vous aviez bien raison, Serge Bierstein, d'insister sur ce thème récurrent de l'unité. Mais en même temps, Mitterrand l'exprime avec une tonalité tout autre que celle de Giscard d'Estaing. Ce contraste est vraiment frappant, vous ne trouvez pas? Tout à fait. Je trouve que nous en revenons au fond à ce que j'aurais tendance à appeler un discours gaulliste modernisé, à la fois dans le ton, qui retrouve la solennité propre à un président de la République que De Gaulle et Georges Pompidou employaient volontiers. C'est vraiment le président qui parle, qui s'adresse aux Français, pas à des copains. Alors, je crois que c'est un premier point. Bon, en même temps, il y a cette exaltation de la France qui retrouve aussi la veine gaulienne et on voit bien que pour François Mitterrand, la France ce n'est pas seulement l'État fort, l'État puissant, celui qui est respecté, mais celui qui est écouté, ce qui est autre chose, et qui est écouté parce que il est le guide en quelque sorte de l'humanité, et là il retrouve la grande tradition républicaine de la Troisième République, l'idée que la France, par les idées qu'elle met en avant depuis la Révolution, représente en quelque sorte un modèle donnant des valeurs à l'humanité tout entière. Et Pompidou disait les chefs d'État viennent nous voir, Mitterrand nous dit les chefs d'État nous écoutent. Nous écoutent. Et à ses yeux, c'est probablement relativement plus important. Et puis en même temps, on retrouve cette citation tirée de la Constitution et qui, elle encore, aboutit à renforcer ce modèle républicain et par conséquent à montrer que le président s'inspire de ce modèle, qu'il est un homme de gauche, pourrait-on dire. La République sociale. Elle est indivisible, laïque, et sociale, démocratique et sociale. C'est-à-dire tous les éléments qui constituent au fond la base du modèle républicain. Mais en même temps, cette France, elle subit une expérience institutionnelle qui, certes, est la seconde dans l'histoire de la Ve République, qui est la cohabitation. C'est-à-dire que ce président qui s'exprime au nom de la France et avec des accents gauliens, même si le contenu est probablement différent de celui du général de Gaulle, c'est un président dont il faut tout de même rappeler qu'il a été désavoué par le corps électoral, qu'il a à l'Assemblée nationale une majorité qui est celle de ses adversaires, et qu'il a dû nommer un Premier ministre choisi dans cette majorité de droite, qui est Édouard Balladur. Alors,
il est intéressant de voir de quelle manière il présente la chose. Le Premier ministre que j'ai choisi, on sait bien qu'il ne l'a pas choisi, qu'il lui a été imposé par les circonstances et par une défaite électorale qu'il ne souhaitait pas. Il aurait pu en choisir un autre, il aurait exclu qu'il en vienne... Enfin, c'était vraiment difficile. En tout cas, le fait qu'il le dise est l'essentiel. On savait depuis très longtemps que Jacques Chirac, n'ayant pas l'intention de recommencer l'expérience de la première cohabitation, envoyait en quelque sorte Édouard Balladur le représenter. Il n'en reste pas moins qu'il affirme qu'il a choisi le Premier ministre. Mais en même temps, il admet que le fait que ce Premier ministre de droite gouverne désormais change fondamentalement les choses. Et puis en même temps, il y a cette idée très présente chez François Mitterrand et qui caractérise effectivement le contenu de ces deux septennats, qui est la construction européenne. On voit apparaître dans le discours présidentiel cette Europe des 12 qui est considérée comme une chance pour la France parce qu'elle est en même temps une chance pour le continent, mais on sent bien que chez lui, c'est la volonté de faire passer les grands principes du modèle républicain dans le cadre européen, et on sait que c'est le moment où, depuis quelques années, il prononce ce discours à la télévision avec un drapeau français et un drapeau européen côte à côte, derrière lui, et visible par les téléspectateurs. Le drapeau français est apparu en 84 et le drapeau européen en 88. Au début, ça apparaissait comme une mode américaine et ensuite c'est redevenu un symbole très fort de l'Europe en construction. Absolument. Ce sera notre dernier mot, Serge Bierstein. Merci beaucoup. Je signale un livre qui est consacré à notre sujet, de Françoise Finis-Boursin, Les discours de vœux des présidents de la République, la France au fond des yeux, paru à la Librairie générale de droit et de jurisprudence en 1992. Et puis, parmi votre très vaste bibliographie sur l'histoire politique, Serge Bierstein, je signale l'intérêt de votre dernier livre, Les cultures politiques en France, paru au Seuil l'année dernière, en 1990. Un ouvrage collectif. Qui est un ouvrage collectif et qui fournit le meilleur des arrière-plans possibles pour les réflexions que nous avons pu développer aujourd'hui ensemble. La semaine prochaine, nous parlerons avec Robert Delors à propos de l'émergence de l'inquiétude en face du loup et des pitbulls. Nous parlerons des pitbulls entre chiens et loups. Je suis heureux et je vous remercie du grand espoir que vous fondez sur nous. Je suis heureux et puisqu'on m'y convie, je dirai plus, je dirai comme vous. La République sera toujours prospère tant qu'elle vivra dans la prospérité. C'est dans cet esprit que je lève mon verre et que je bois à sa félicité. Je suis heureux lorsque je considère que le progrès a marché jusqu'ici. Vos hôpitaux sont pleins, tout est prospère. C'était Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet avec Agnès Chauveau, réalisation Patrick Molinier, prise de son Jean-Michel Bernot, documentation Yaël Mandelbaum, Ève Bonivard, archivina Florence Dartois. Et que je bois au progrès général. Je suis heureux de boire, on l'imagine, à nos marins, ces braves matelots. Sans les marins, il n'y aurait pas de marine. Sans les marins, pas d'eau, pas de vaisseau. Grâce aux marins, c'est extraordinaire. Nos cuirassés reviennent souvent sur l'eau. C'est dans cet esprit que je lève mon verre et que je bois à ces dompteurs des flots. Je suis heureux de nos flottes navales, mais remettons la question sur le terrain. Votre campagne est agreste et rurale, et votre ville est urbaine ô combien. Vos monuments, c'est pas de la petite pierre, sont historiques ou le seront demain. Et dans cet esprit que je lève mon verre et que je bois encore le verre en main. Je suis heureux car mon âme est joyeuse de cette joie qui fait notre bonheur. Et ta sœur, dites que vous êtes heureuse. Et elle est heureuse, ma sœur, elle est ailleurs. Elle est ma sœur parce que je suis son frère.
Je suis son frère parce qu'elle est ma sœur. C'est dans cet esprit que je lève mon verre et que je bois à tous les liens du cœur. Je suis heureux, comme tout vous l'indique. Je crois d'ailleurs vous l'avoir déjà dit. Quand je voyage, se met une joie unique de trouver quelqu'un pour causer du pays. Malheureusement, les jours sont éphémères. Il va falloir... Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 décembre 2000. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.